Les amis vous apprennent ce que vous voulez savoir, les ennemis vous apprennent ce que vous devez savoir. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, c'est toujours Erunim qui est ici. Et oui, on a commencé aujourd'hui avec une petite citation d'un flavor text d'une carte Magic. Du coup, je vous laisse... ouais, c'est un petit concours, voilà, c'est une petite compétition. En gros, je vous laisse mettre quel est le nom de la carte en question que vous pensez. Et aussi, pourquoi pas discuter un petit peu autour de la réflexion, autour de cette petite pensée philosophique Magic. C'est-à-dire... voilà, les amis vous apprennent ce que vous voulez savoir, les ennemis vous apprennent ce que vous devez savoir. Dans le contexte d'une partie de Magic, qu'est-ce que ça vous évoque, voilà, est-ce que vous voulez en parler? On fait ça dans les commentaires, ça sera super sympa. Un petit test comme ça, voilà. Sinon, aujourd'hui on est là pour parler du meilleur du bleu. Et bien sûr, on va y revenir dans 2 petites minutes, puisque je vais vous rappeler avant tout que pour le bien-être de la chaîne, c'est bien de vous abonner et de liker la vidéo et de la commenter, ça fait plaisir, on échange, ça fait du bien. Et YouTube il est content parce qu'il voit que la vidéo elle est active et du coup il dit ouais, je vais peut-être la monter un peu plus dans les recommandations, ouais, yes. Et voilà, et là on est gagnant parce que du coup il y a plus de gens qui la voient. Mais aussi, pour vous rappeler, on a toujours un concours, d'ailleurs ça va être la dernière semaine puisque ça s'arrête le 31 mai, un concours pour gagner 3 Alcove Flipbox Gold de chez Ultra Pro qui sont très bien. Voilà, ça fait partie des box que j'utilise. Et voilà, du coup, il suffit de nous suivre au moins sur YouTube et ou de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a un lien absolument à checker dans la description de la vidéo. Si vous ne passez pas par là, malheureusement, vous ne serez pas compté, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors du coup, on parle du meilleur du bleu. Ça a été compliqué. Alors pourquoi c'était compliqué? Parce qu'en fait, le bleu, contrairement au blanc, qui est plutôt, voilà, c'est protection, vrasse et des bêtes, bon, c'était plutôt facile. De l'autre côté, en fait, le bleu, il est très polyvalent, et en fait, sans forcément être la couleur qui va apporter des énormes bombes sur le champ de bataille, ça va généralement être la couleur qui va gérer un petit peu le champ de bataille, ou qui va apporter tout simplement de la pioche, de la plus-value, etc. Et j'ai rarement vu en fait des cartes uniquement bleues, hein. Je parle pas bicolore, généralement il y en a des très bonnes, mais disons que uniquement bleues qui font un gros boom quand elles arrivent, c'est assez rare finalement. Et puis le bleu s'intègre dans tellement de stratégies et d'archétypes différents, que du coup, à moins de vous faire une liste pour chacun des archétypes existants en disant voilà, c'est le top de tel archétype, c'est le top de tel archétype, c'était compliqué à gérer. Et du coup, je parle de certains archétypes, mais je parle aussi de cartes qui peuvent être généralement utilisées dans pas mal de decks et de stratégies différentes. Donc du coup, on va essayer de faire le tour de ces cartes-là, tout en gardant en tête la fameuse théorie du cadran, ou du 4 quarts, comme je l'avais nommé. C'est en gros, pour faire mon 4 quarts, il y a 4 étapes dans ma game, et j'aimerais bien que chacun de mes ingrédients s'intègre bien dans chacune des 4 étapes de la game. La partie où je vais développer mon board, la partie où on va être à ex-aequo, qu'on va s'entraîner dans le blanc des yeux tout le monde, la partie où je suis en train de perdre, et la partie où je suis en train de gagner. Donc du coup, logiquement, un très bon ingrédient, un excellent ingrédient, donc du coup une excellente carte pour ce 4 quarts, c'est tout simplement une carte qui va s'intégrer parfaitement dans les 4 parties. Malheureusement, c'est rarement possible, hein. Généralement ces cartes-là, elles sont très bonnes, elles sont vraiment au-dessus du lot, mais les cartes dont je vais parler ne sont pas forcément toutes dans les 4 catégories, dans les 4 parties, elles peuvent rentrer dans 3 par exemple, ce qui est déjà très très bien. Mais bon, ce qu'on évite surtout, c'est les cartes qui disent elle est très bien quand je me développe et elle est très bien quand je gagne. Point. Parce que généralement, en fait, c'est les parties qui sont les... Enfin, le développement, c'est assez sûr, mais la partie où vous gagnez, c'est un peu moins sûr, quoi. Voilà. Donc, on va commencer avec tout ce qui fait piocher, ou tout ce qui gère la pioche, avec 3 cartes à la recherche d'Ascanta, l'étude ristique et le sphinx consacré, donc 2 enchantements et une créature. Alors, à la recherche d'Ascanta, je l'aime beaucoup, parce qu'en fait, dès le début de la partie, ou plus tard dans la partie, c'est toujours utile. Je le joue depuis pas très longtemps, en fait, parce que bon, j'ai pas commencé à le mettre à Ixalan, j'ai pas dit, allez hop, je le mets dans tous mes decks bleus, et c'était une grosse bêtise, parce qu'en fait, filtrer la pioche en disant oui je regarde la carte à mon entretien, je dis celle-là elle est pas bien, du coup je la mets dans mon cimetière. Elle est bien, donc du coup je l'ai besoin tout de suite, je peux la mettre directement dans ma main. Enfin je peux la piocher ensuite. Et en fait ce filtrage de pioche c'est quelque chose qu'on retrouve dans certaines couleurs. Je vais parler par exemple, je suis sûr que je vais parler dans le vert de la bibliothèque sylvestre par exemple. Puisque voilà, c'est un filtrage de pioche à mort avec des plus-values assez énormes et encore bien meilleures qu'à la recherche d'Ascanta, ce qui est quand même incroyable. Du coup le vert pioche mieux que le bleu, gère mieux que la pioche que le bleu, c'est incroyable, voilà. On en reparlera dans la catégorie du vert, là, on a le temps encore. Mais en gros voilà, déjà cette capacité là, en début, en fin de partie elle est géniale, en plus le fait qu'il se flippe, si jamais vous jouez les sorts de créatures, c'est assez cool, surtout que vous pouvez choisir de la transformer, c'est pas, vous n'êtes pas obligé, donc c'est vachement bien.
Et du coup, bah, ça nous permet de filtrer un petit peu la pioche. C'est un bon démarrage pour gérer cette pioche, et c'est un bon sort en fait à mettre dans vos decks qui veulent piocher les bonnes cartes au bon moment. Ensuite, l'étude Ristic. Alors ça, c'est vraiment un classique du commandeur. Je pense que pour la plupart des joueurs un petit peu expérimentés qui ont déjà vu ce genre de vieilles cartes, du coup, en fait, t'as payé un de plus, ça vous devez le connaître, je pense. Parce que bon, l'étude Ristic, c'est un enchantement pour 3 qui paye pas de mine en fait, et qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, vous pouvez piocher une carte à moins que ce joueur ne paye un mana de plus. Enfin, qui paye à un mana. Donc en gros, c'est comme dire je fais une chic note de force, là le force pie, donc on avait parlé dans Will et Rowan Kenrith. Et c'est comme dire ça, sauf que je te le contrecarre pas, c'est juste que moi je pioche une carte. Et en fait, même si les adversaires vont être tentés un moment de vous empêcher de piocher en payant du mana, eh ben il y a un moment en fait, si jamais ils veulent garder le rythme, tout simplement, eh ben ils seront obligés de ne pas le payer, parce que bon, s'il y a un adversaire qui lance beaucoup de sorts chaque tour, malheureusement à un moment il pourra plus... Enfin, à moins de payer à chaque fois, mais du coup il pourra plus jouer tous ses sorts, et du coup c'est très chiant, mais c'est pas le genre d'enchantement en fait qui a tendance à être géré tout de suite. Voilà, c'est un enchantement qui fait piocher éventuellement si on ne paye pas. Donc du coup les adversaires ils se disent bon on va essayer de faire l'effort de payer. Et c'est un très bon choix. Et du coup l'étude Ristic ça passe pour un enchantement assez à la cool, voilà, il n'y a pas trop de problème, bon il pioche quelques cartes, on essaie de payer quand on veut, mais du coup ces quelques cartes elles sont vraiment... c'est vraiment de l'or pour vous quoi. Pour 3 mana vous pouvez déjà piocher sur un tour de table, vous pouvez déjà piocher 3 ou 4 cartes, donc on est là, oui, c'est plutôt pas mal quoi, voilà. Et dernier, le Sphinx consacré, alors lui c'est un peu plus problématique, c'est-à-dire que contrairement à l'étude Ristic, lui il est encore plus violent au niveau de la pioche, puisqu'en fait c'est un Sphinx pour 6 qui est une 4-6 vol, qui fait qu'à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, vous pouvez piocher deux cartes. Bon, déjà c'est bien que ce soit vous pouvez, parce que sinon vous allez vite finir à la meule en fait, enfin à mourir à la meule. Et l'avantage c'est que, enfin, c'est un gros body d'accord, mais l'inconvénient principal c'est que justement c'est une créature et que sa capacité elle est très violente. C'est-à-dire que généralement quand les adversaires vous voient piocher 2 à chaque tour de vos adversaires en fait, ils disent alors attends, moi je pioche, lui il pioche 2. Puis après je vais passer mon tour, du coup ça va être lui qui pioche, il pioche 2. En fait sur un tour de table, vous avez déjà pioché 6 cartes si vous êtes à 4. C'est un peu fort quoi, je veux dire pour 6 vous piochez 6 sur un tour de table, c'est assez violent, oui. Oui. Qui plus est, si jamais vous avez un deck qui tourne pas mal autour de la pioche, je pense à un Écusard qui fait piocher aussi les adversaires, c'est dire ok toi ton entretien tu pioches une, puis après tu pioches un avec ta pioche normale, donc du coup j'ai déjà pioché 4 cartes. Et t'es là, oh là là, ça part vraiment en vrille. Et du coup, vous avez énormément de ressources avec cette pioche-là, parce que bon, c'est quand même... voilà, ça empêche pas l'adversaire de piocher, ça vous fait juste piocher 2 fois plus que lui. Donc techniquement, vous piochez 2 fois plus de ressources que chaque adversaire, et du coup, au total, par rapport à la table, vous piochez beaucoup plus de ressources. Voilà. Donc, c'est un peu l'inconvénient, c'est une bête. Si ça n'avait pas été une bête, ça aurait été génial. Mais, enfin, ça aurait été génial, ça aurait été exceptionnel même. Mais malheureusement, voilà, le Sphinx consacré, du coup, il est facile à gérer, mais ne serait-ce que pour l'impact qu'il a sur le champ de bataille, le fait que généralement il se fait focus, et que il faut quand même avoir les anti-bêtes pour le tuer aussi, hein, derrière, voilà, il y a pas mal de trucs qui ne passent pas avec lui. Notamment tout ce qui touche les créatures qui n'ont pas le vol, par exemple, tous les blasts de masse dont on avait parlé la dernière fois, donc ça ne marche pas. Et du coup, ça fait que le Sphinx consacré, ça reste une très bonne carte, mais du coup qui se fait vraiment cibler tout de suite. Ensuite, quelque chose que le bleu fait beaucoup, mais que finalement je vois assez peu, c'est tout simplement le clonage. Voilà. Avoir des change-formes qui arrivent en tant que copie de quelque chose d'autre sur le champ de bataille. Généralement une créature. Alors il y en a eu beaucoup, hein, des change-formes qui se transforment en trucs qui sont dans le cimetière, d'autres qui se transforment en trucs qui sont sur le champ de bataille, avec des effets supplémentaires, d'autres qui ont le flash par exemple. Mais moi je vais vous parler de 3 en question qui sont un petit peu plus... qui vont un peu plus loin que juste la créature de base. Donc il y a le Métamorphirexian, la double d'étincelle et l'imitateur rusé. Alors Métamorphirexian, pour ceux qui jouent Commander, je pense que c'est aussi un grand classique. Surtout quand vous jouez un petit peu artefact, ça peut être assez utile. En gros, c'est un change-forme qui coûte 4, dont un mana bleu Phyrexian, donc du coup vous pouvez payer pour 3 et 2 points de vie. Donc c'est assez cool. Et derrière, en fait, il arrive sur le champ de bataille comme copie de n'importe quel artefact ou créature. Sauf que si c'est une créature, du coup il a aussi le type artefact en plus. Donc en gros c'est toujours un artefact au minimum, mais soit artefact de court, soit créature artefact. Et cette flexibilité là avec les artefacts c'est vachement cool, parce que même s'il y a beaucoup de gestion d'artefacts qui existent en fait dans le Commander, ça n'est pas non plus
voilà, avoir une copie d'un autre artefact déjà chiant, bah ça va être plus compliqué pour les adversaires du coup de vous enlever une de vos pièces maîtresses, et du coup, je pense que ça peut être très très utile d'avoir un métamorphe Phyrexian, qui plus est, voilà, qui peut arriver très tôt dans la partie du coup, en passant du coup, au lieu de 4, qui est le coup classique des doubles et des clones, à 3 mana, bah écoutez, c'est largement jouable. La double d'étincelle, alors là, il y en a qui vont me dire « Oui, mais c'est un petit peu récent quand même, la guerre des Planeswalkers ». Oui, mais honnêtement, pour l'avoir testé déjà dans des decks, pour l'avoir intégré dans certains decks qui sont, voilà, dans lesquels je pensais qu'il allait être juste bien, c'est très fort, c'est excellent. Enfin, vous m'avez vu trépigner un petit peu d'impatience quand on en a parlé sur la vidéo de la guerre des Planeswalkers. Je veux dire, c'est un clone qui peut copier Planeswalker et créatures légendaires sans être légendaire, donc du coup sans avoir de problème avec la règle des légendes, et avec un bonus marqueur +1/+1 si c'est une créature, ou un marqueur loyauté supplémentaire si c'est un Planeswalker. Je veux dire, vos commandants, dans vos decks, commandeurs, seront toujours des créatures ou des Planeswalkers. À moins qu'il y ait une règle qui change ça et qui rajoute un autre type, mais bon, ça m'étonnerait. Ce seront toujours ces deux types-là. Là, on vous dit, vous pouvez avoir un deuxième commandant en bonus, qui n'est pas légendaire, et qui a un petit boost de +1/+1 ou de loyauté en plus. Honnêtement, moi je prends, hein. En plus, des commandants qui aiment bien avoir des marqueurs supplémentaires, autant en loyauté qu'en marqueur +1/+1, il y en a pas mal. Enfin, je pensais tout à l'heure, j'y repensais quand j'ai revu la liste, mais par exemple, Animar. Vous faites une copie d'Animar avec la doublure d'étincelle. Si ça se trouve, Animar il a déjà 1 ou 2 marqueurs. Du coup, la doublure d'étincelle vous coûte que 2 marqueurs. Enfin, 2 mana, pardon. Elle arrive avec un marqueur sur elle, du coup, ça fait déjà que tous vos sorts de créatures coûtent 3 de moins à lancer. Enfin, pardon, 4 de moins, puisque la doublure d'étincelle se compte aussi, du coup, sur Animar. Et du coup, va diminuer encore le coût de vos sorts. C'est quand même pas mal, je veux dire, bon, c'est une petite synergie comme ça, je veux bien, c'est pas non plus fou. Mais je veux dire, il y a plein d'un commandant qui, avec un marqueur +1/+1, fera déjà pas mal de choses. Et les marqueurs loyauté, c'est la même. Il y en a beaucoup, dont une carte dont je vais parler un peu plus tard d'ailleurs, qui, en arrivant avec un de loyauté en plus, ça fait une grosse différence. Donc, à réfléchir. Mais franchement, la double étincelle, pour moi, elle sort vraiment du lot. Et je vous en avais parlé dans la guerre des Planeswalkers, et là, bah, je le remets sur la table, mais pour moi, c'est une très bonne carte, c'est une excellente carte du bleu. Et la dernière doublure, c'est l'autre carte dont j'avais parlé, en fait, en comparant la doublure d'étincelle, dans la guerre des Planeswalkers, c'est l'imitateur rusé, qui en fait, pour 4, ben, un change-forme, voilà, qui arrive sur le champ de bataille comme n'importe quel permanent non-terrain sur le champ de bataille. Donc, alors là, par contre, on passe outre tout le truc de juste avoir créature et un autre type en plus. Là, c'est vraiment tous les types de permanents non-terrain. Et ça fait une énorme différence parce que certains enchantements ont vraiment un impact fort, les artefacts aussi, on a déjà dit. Les Planeswalkers, si c'est un Planeswalker adverse que vous copiez, du coup, il n'y a pas de problème, pareil pour les créatures légendaires. Et du coup, honnêtement, l'imitateur rusé, en fait, c'est l'ultime change-forme, en fait. C'est vraiment... Il peut tout faire. Il peut tout faire. Donc du coup... Vraiment, pour moi, si vous voulez jouer un deck un petit peu clone comme ça, je sais que j'avais vu un deck... ah oui, c'était dans Game Night où il y avait une decklist, tout ce que tu peux faire, je le fais en mieux. Je sais plus, c'était un des fans qui avait ramené ça, j'ai oublié son nom. Jacob, voilà. Voilà, je fais appel à ma mémoire un petit peu. Mais c'est vrai que bah, ce genre de truc, avec les doubles et tout ça, qui copient un petit peu ce que les adversaires peuvent avoir, bah, c'est cool d'avoir ce genre de truc où là, il n'y a vraiment plus aucune restriction. Donc du coup, ce change-forme, pour moi, c'est un peu le top du top. Même si le double d'étincelle, il y a l'avantage avec le commandant, d'accord, mais celui-là, l'imitateur rusé, c'est vraiment le top. Voilà. Ensuite, dans les sorts un peu plus gestion. Alors, gestion, je ne parle pas encore de contre-sort, on va y venir un petit peu après. Là, je parle vraiment de ce qui est juste faire chier un petit peu sur le champ de bataille, gérer les permanents, etc. Et du coup, là, j'en ai 3 à nouveau. Voilà, bon, là, par contre, il y a un peu de tout. Il y a une créature, un enchantement et un éphémère. Venser, Forgeur Savant. Alors là, lui, c'est la version créature de Venser, le séjourneur, qui sera un Planeswalker plus tard. Et en fait, il a le flash, et quand il arrive en jeu, vous renvoyez le sort ou le permanent ciblé dans la main de son propriétaire. C'est vachement cool. En plus, dans les decks Blink, en fait, qui peuvent faire en sorte de blinker Venser, du style, hop, bah, on l'exile, on le renvoie sur le champ de bataille tout de suite. C'est très fort, parce que du coup, ça permet de gérer les permanents, parce qu'en plus, c'est n'importe quel permanent. C'est pas juste non-terrain, c'est tous, voilà, même les terrains. Vous pouvez même faire chier les adversaires comme ça. C'est vraiment très fort, et le fait de gérer à la fois sort et permanent, et bah, du coup, ça donne une certaine flexibilité, et encore une fois, bah, du coup, qui s'intègre pas mal dans certains decks, notamment, bah, on disait le Blink.
L'autre, c'est une aura, du coup, c'est Prisonnier de la Lune. Alors, si vous aimez le chant des Dryades, là, c'est pareil, mais c'est en pire. Tout simplement, qui transforme une créature terrain ou Planeswalker en terrain incolore. Voilà. Qui ne fait que du mana incolore et qui perd tous les autres types et toutes les autres capacités. Donc, du coup, franchement, c'est le chant des Dryades, ça ne ciblait qu'une créature, voilà, si vous n'étiez pas au courant. C'est une carte très forte du vert, là on est sur du bleu, et ça enchante en plus les terrains et les Planeswalkers. Il y a des terrains très chiants quand même dans le Commander, qui vont beaucoup de mana, qui ont des effets très très particuliers, qui peuvent vraiment vous emmerder. Bah du coup, Prisonnier de la Lune, au moins ça gère ces terrains-là. Encore une fois, en plus, comme on retrouve les types de créatures et Planeswalkers, ça fait que vous pouvez aussi gérer le commandant adverse, et à moins qu'ils aient un anti-enchantement pour gérer Prisonnier de la Lune, eh ben du coup ils devront s'en passer jusqu'à la fin de la partie. Alors la dernière carte de cette catégorie, c'est la faille cyclonique. Oui, vous y attendiez, je vous avais prévenu que ça allait arriver, et on va en parler un petit peu. C'est un éphémère qui coûte 2, dont un bleu, qui renvoie un permanent non terrain ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Alors ceux qui ne connaissent pas, là se disent « Mais c'est nul, c'est un bounce pour 2 !» Oui, en fait il a un coup de surcharge qui fait que vous renvoyez, donc pour 7, vous renvoyez tous les permanents non terrain ciblés que vous ne contrôlez pas dans la main de leur propriétaire. Et ça, c'est la grosse puissance en fait de la faille cyclonique. Parce qu'en fait, comme tous les sorts qui ont la surcharge, du coup il y a cette flexibilité que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, j'en ai parlé dans le deck Will et Rowan, j'en ai quand même mis quelques-unes, et du coup ça fait une énorme différence, parce que du coup, en début de partie, vous pouvez l'utiliser pour son coup de base, tout simple, si jamais il y a quelque chose de très chiant qui arrive sur le champ de bataille. Et de l'autre côté, en fin de partie, en fait, pour 7 mana, vous pouvez renverser la partie. C'est littéralement ce qui se passe, et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette carte et qui aimeraient bien l'avoir bannie. Mais, honnêtement, on est en Commander, réfléchissez 2 secondes. Il y a quand même des cartes et des combos qui existent dans ce format qui sont stupides. Là, on est en train de parler d'une carte qui vous coûte 7 à lancer en surcharge, et qui certes va inverser la partie, mais en même temps, elle coûte 7. Je veux dire... c'est quand même un tour complet, quasiment, où vous allez pouvoir, vous allez ne rien faire, et juste lancer une faille cyclonique en prévision, et du coup vous êtes quasiment à chaque fois à flux tendu, en train d'attendre que le bon moment pour la lancer, peut-être que ce sera pas ce tour-ci, ce sera peut-être le tour d'après, etc. Enfin bon bref, vous imaginez les trucs, et en fait, en gros, oui, dans les 3 catégories, en fait, donc le ex-aequo, le moment où vous perdez, le moment où vous gagnez, bah oui, la faille cyclonique, en fait, elle renverse la partie en votre faveur à fond, parce que vous gardez votre board et vous expulsez celui des adversaires dans leurs mains. C'est même pas détruit, donc du coup il n'y a pas de trigger d'effet à la mort qui se déclenche. Le bounce de masse c'est quand même très fort, mine de rien. Qui plus est, voilà, si vous faites ça sur la fin d'un tour adverse, bah du coup derrière il est peut-être obligé de se défausser de certaines cartes, parce qu'il en a trop en main, et ça c'est fort aussi, mine de rien. Donc voilà, et puis... derrière, si vous le lancez juste avant votre tour, en fait, juste avant, du coup, durant la fin du tour précédent, eh ben, vous êtes le premier à pouvoir, du coup, encore insister, à quand même pouvoir continuer à builder votre board, et du coup, vous prenez un avantage énorme, quoi. Vous êtes le premier à jouer après avoir fait la faille cyclonique, généralement. Après, bon, vous pouvez vous arranger du style, si vous êtes en train de perdre et que vous voyez qu'il y en a un qui commence à faire une grosse montée en puissance et que tout le monde est en train de claquer des dents à la table, oui, c'est vrai qu'une faille cyclonique à ce moment-là, les adversaires, les 2 autres, ils diront « Ok, je comprends pourquoi. C'est la faille cyclonique, elle fonctionne comme ça, tu bounces pas tes propres permanents, ok. » Mais en fait, finalement, c'est extrêmement fair parce que on est obligé d'arriver à 7 mana pour lancer ce sort. Évidemment, c'est obligé d'être efficace. C'est rare que... Enfin, c'est rare. C'est inutile en fait, si jamais je vois un sort à 7 mana qui me coûte 7 mana et qui ne fait rien, qui n'a pas un réel impact en ma faveur dans la partie, eh ben c'est que j'ai perdu mon mana, tout, c'est tout. Donc voilà, toutes les cartes dont je vous ai parlé avant, on regarde, elles sont pas extrêmement chères, elles ont des impacts assez minimes, ou plutôt intéressants. Le plus gros étant le Sphinx consacré, là je vous ai déjà dit c'est un niveau au-dessus quand même, au niveau de la puissance. Et au niveau des cartes qui arrivent encore après, bah oui c'est sûr, toutes les cartes qui sont un peu plus chères, généralement elles ont un impact plus fort. Pourquoi ? Bah parce que ça fonctionne comme ça, c'est Magic. Voilà donc 7 mana, et puis c'est tout. Ensuite, quelque chose que le bleu aime bien faire, ça c'est un truc que j'aime bien, j'ai testé un petit peu, c'est sympa, j'aime beaucoup, c'est donner le flash en fait à ses sorts. Et alors oui, il y a un artefact qui permet de le faire, je sais bien, mais j'aimerais quand même vous parler des possibilités en bleu pour le faire. Et on a du coup 2 cartes pour ça, on a la lignelée de Prescience, donc vous avez vu la version anglaise, Ley Line of Anticipation, donc du coup qui est une lignelée, pour ceux qui ne connaissent pas les lignelées en fait, quand vous les avez en main de départ en fait, au début, que vous commencez la partie, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille, voilà.
Du coup, vous commencez la partie avec, si vous l'avez en main de départ. C'est cool. Et alors sinon, elle coûte 4, dont 2 bleus. Et elle dit que vous pouvez lancer les cartes non-terrain, comme si elles avaient le flash. Voilà, donc du coup, très bien, vous pouvez les lancer n'importe quand, génial. Je vous avoue que je la joue dans un deck depuis très très longtemps, celle-là. Et en gros, pour la petite anecdote, je ne l'ai eu qu'une seule fois en main de départ. Par contre, quand c'est en main de départ, c'est stupide. Voilà, c'est vous qui contrôlez la game, quasiment. Voilà, je joue quand j'ai envie. C'est au lieu d'avoir mes 25% du tour de table à moi, mon tour à moi, durant lequel je joue mes créatures, durant lequel je joue mes artefacts et mes enchantements, bah en fait je peux jouer n'importe quand. Donc du coup j'ai un peu mes parts dans tous les tours adverses, voilà. Et c'est plutôt cool. Honnêtement, cette capacité du flash, ça permet d'être extrêmement flexible, de pouvoir adapter, de pouvoir lancer les sorts qui vont être en fait tout simplement bons en fonction de comment ça se passe durant les tours adverses. Donc, la ligne lait, je vous invite à la tester si jamais vous aimez bien jouer dans le flash. L'autre, c'est Teferi, mage du Zhalfir. Alors lui, c'est un peu plus compliqué. Déjà, c'est une créature légendaire, 3-4 pour 5 dans 3 bleus, avec le flash, et les cartes de créatures que vous possédez, qui ne sont pas sur le champ de bataille, ont le flash. Donc vous pouvez lancer des créatures en flash uniquement. C'est un petit peu dommage, parce que bon, on est en bleu. Généralement, on tourne pas forcément autour des créatures spécifiquement. Mais il y a des decks dans lesquels ça s'intègre très bien avec le mélange bleu et d'autres couleurs. Donc du coup, pourquoi ne pas en profiter? Et derrière, il y a l'autre capacité qui fait chier actuellement le standard, avec l'autre Teferi, le Planeswalker qui est sorti dans la guerre des Planeswalkers, c'est chaque adversaire ne peut lancer des sorts que quand il pourrait lancer un rituel. Et du coup, ce qui fait que tous les decks contrôle qui veulent jouer des contre-sorts, de la gestion en éphémère, rien, que dalle. Les contre-sorts, ils oublient. J'ai joué Teferi la dernière fois contre un deck contrôle avec beaucoup de contres qui jouait Niv Mizzet, le parrain, et il était là, écoute, voilà, je joue plus. Donc c'est un petit peu, voilà, je joue plus mes contre-sorts, plus rien du tout, donc du coup, fuck it, voilà. Donc Teferi très fort pour ça, en fait, il bloque plus le jeu adverse qui ne vous autorise en fait à faire des choses, c'est juste, voilà, bon, les créatures en plus, c'est plutôt pas mal sans être non plus exceptionnel. Ensuite, j'ai quand même quelques contre-sorts, je voulais vous en parler. Pour moi, j'en ai 3 qui sortent du lot, qui sont vraiment de très bons contre-sorts, sachant que c'est généralement dur à gérer en multijoueur, puisque tout simplement, contrecarrer un sort, il faut contrecarrer le bon sort. J'en avais parlé la dernière fois sur le deck Kenrit. Tout simplement, on peut pas contrecarrer tous les sorts qui passent. Il faut savoir quel sort contrecarrer, pourquoi on le contrecarre, et voilà, quel impact en fait il a sur la partie et sur le deck du joueur en question qui lance le sort. Donc du coup, il faut forcément en parler un petit peu. Pour ça, j'ai le commandement cryptique, la confluence mystique et la fleurie de sorts. Alors là, qui commence à lever le sourcil, la fleurie de sorts. Donc on en parlera un peu après. Pour le moment, on va parler du confluence mystique et du commandement cryptique. Alors le commandement cryptique, vous le savez, j'en ai parlé la dernière fois, c'est tout simplement un sort avec 4 modes disponibles, et vous en choisissez 2 quand vous le lancez. Contrecarrer le sort ciblé, renvoyer le permanent ciblé dans la main de son propriétaire, engager toutes les créatures que vos adversaires contrôlent et piocher une carte. Ces 4 modes, je les trouve très forts. Généralement, on utilise toujours au moins le contre-sort. Mais en fait, pas forcément, puisque derrière, le fait de renvoyer des permanents dans la main de leur propriétaire, c'est bien, c'est n'importe quel permanent, encore une fois. L'autre côté, d'avoir le fait d'engager toutes les créatures que les adversaires contrôlent, c'est fort aussi. Ça permet de temporiser un petit peu ce qui se passe sur le champ de bataille. Aussi, éventuellement, à l'avantage de vos adversaires, hein, parce que bon, le fait d'engager toutes les créatures d'un joueur qui joue aggro, alors qu'il y a un autre joueur en face qui joue un petit peu plus combo ou qui a un petit peu moins de board, il sera très content que vous ayez fait ça. Hein. Voilà, il s'en fout derrière si vous avez pioché une carte ou vous avez renvoyé un de ses permanents en main. Là, il dit, ouais, j'ai évité grâce à toi, j'ai pas pris une claque à 20. Donc, ok. Et du coup, ça permet vraiment d'être très fort dès le début de la partie, mais aussi en fin de partie. Ces capacités-là qui sont vraiment flexibles, en fait. Encore une fois, la flexibilité. La confluence mystique, on se retrouve dans quelque chose de similaire. Il y a 3 modes, et en fait, vous pouvez choisir 3, mais vous pouvez choisir plusieurs fois le même mode. Ce qui est vachement cool, puisqu'il y a un mode qui contrecarre le sort ciblé, à moins que son contrôleur ne paye 3. Du coup, vous pouvez le faire plusieurs fois, dire tu payes 9, allez hop. Oula, c'est un peu la violence. Mais sinon, derrière, il y a aussi renvoyer une créature dans la main de son propriétaire, et piocher une carte. Donc là, on est sur quelque chose qui est peut-être un peu moins flexible, parce qu'on a un mode en moins, tout simplement. Mais on peut en choisir 3, donc du coup, on peut dire, voilà, je contrecarre ton sort, bam, et je pioche 2 cartes, c'est cool. Et c'est assez sympa, et ça permet vraiment de faire un petit peu tout ce que vous voulez, généralement.
Et le dernier, c'est la fleurie de sort. Alors la fleurie de sort, il va falloir que j'en parle, parce que généralement les gens me disent « Mais pourquoi tu n'utilises pas Mana Drain? C'est mieux Mana Drain !» Oui, parce que Mana Drain, pour 2 bleus, vous contrecarrez un sort, et à votre prochaine étape principale, prochaine phase principale, pardon, vous allez gagner un nombre de mana incolore équivalent au coût converti de mana du sort qui était contrecarré. C'est bien, sauf que vous l'avez que à un moment, ce mana. Là, la fleurie de sort, elle coûte 5. Certes, c'est cher. Vous contrecarrez le sort ciblé, vous créez X jetons d'artefact incolore trésor. X étant le coût converti de mana de ce sort. Et en fait, bah voilà, les trésors, ils s'engagent et se sacrifient pour faire du mana. Donc là, pourquoi est-ce que ça m'intéresse plus? Alors il y en a peut-être déjà qui sont au courant, qui disent « Ouais, bah c'est cool ». Et en fait, je préfère ça à Mana Drain. Alors là, aberration. Le mec est prêt à enlever un contre-sort qui coûte 2 et qui lui fait du mana derrière pour un contre-sort qui coûte 5 et qui lui fait des artefacts. Oui, parce que moi, je préfère stocker mon mana pour l'utiliser quand je le souhaite. Et surtout, en fait, grosse différence entre Mana Drain et la fleurie de sort. La fleurie de sort me donne le mana maintenant. C'est-à-dire que si je veux jouer autre chose derrière, si par exemple j'ai contrecarré un sort à 10 mana, j'ai 10 mana maintenant sur le champ de bataille. Je m'en fous d'avoir dépensé 5 mana derrière. J'en ai 10 en plus. Donc voilà, là c'est vraiment le top du top. Et si jamais vous voulez contrecarrer un autre sort derrière, eh ben écoutez, vous pouvez. Voilà, vous avez vos manas disponibles derrière. Alors là je le vois plus quand même. Je vais pas le dire pendant la phase de développement, vous n'allez pas jouer ce genre de sort parce que déjà, il coûte 5. Voilà. Je pense surtout en fait que c'est très très bon dans les situations où on est déjà dans une partie un peu avancée. C'est-à-dire que quand quelqu'un va commencer à vouloir faire des moves, lancer des sorts en fait qui vont réellement impacter la partie en sa faveur. Du style, faille cyclonique. Faille cyclonique en surcharge, fleurie de sort, je récupère 7 mana. Ah, et ben voilà. Voilà, des trucs comme ça en fait tout simplement. Et c'est réellement utile. Derrière, vous gagnez un énorme avantage, mais un avantage qui est juste en mana. Certes, qui va être très intéressant pour la suite, qui va peut-être vous permettre de fixer un petit peu aussi les couleurs, éventuellement, d'avoir un peu plus de mana pour lancer plusieurs sorts durant le même tour. Ça peut être vachement cool. Et du coup, les adversaires vous verront un petit peu moins comme une menace. Vous avez juste contrecarré un sort qui est généralement assez gros pour impacter tout le monde, et pas juste vous. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a une situation très particulière sur le board. Mais voilà. Donc la fleurie de sort, je l'aime énormément. L'archimage du Vallon d'Elendra, ça je l'ai mis un petit peu à part. En gros, c'est une créature, peuple fée sorcier, qui coûte 4, c'est une 2/2 vol. Et en gros, vous pouvez payer un bleu pour la sacrifier et contrecarrer un sort non créature ciblée. Mais en plus, elle a la persistance, c'est-à-dire que si jamais elle meurt, qu'elle est mise au cimetière depuis le jeu et qu'elle n'a pas de marqueur -1/-1 sur elle, vous la renvoyez en jeu avec un marqueur -1/-1 sur elle. Donc du coup, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser une deuxième fois. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse autant? Pourquoi est-ce que je l'aime autant? Parce qu'en fait, le fait d'avoir ça sur une capacité activée, ça enlève beaucoup de contre-sorts possibles, beaucoup de réponses possibles quant au fait de lancer de contrecarrer un sort. Donc du coup, cet archimage, moi je l'aime beaucoup. Il y a des synergies avec certains decks, notamment les decks marqueurs +1/+1, puisque tout simplement, un marqueur +1/+1 avec un marqueur -1/-1, les deux s'annulent, et du coup, l'archimage, c'est comme s'il n'avait pas encore eu la persistance. Du coup, ce qui fonctionne plutôt pas mal, moi je l'ai mis dans un deck marqueur +1/+1 en bleu-vert, et ça marche très très bien. Ensuite, on va parler un petit peu artefacts, parce que je pense que c'était un petit peu compliqué de parler du bleu sans parler des artefacts. C'est quand même une couleur qui est très associée aux artefacts en général. Et pour moi, j'ai 3 cartes en fait qui ressortent du lot pour les artefacts. Alors, pour moi, il y en a une qui est un peu sous-estimée parmi les 3, mais qui a vraiment un réel impact. Une qui est peut-être un petit peu moins connue, ou tout simplement parce qu'elle est un peu plus dure à choper. Voilà, donc il y a les ruines de l'académie, le réseau de Mécanoptère Espion et Tézéret, le chercheur. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous les présenter. Donc les ruines de l'académie, déjà c'est un terrain légendaire. Premier terrain qu'on fait dans cette série de vidéos. En fait, je l'aime beaucoup parce qu'il permet pour 2 de renvoyer un artefact de votre cimetière pas sur le champ de bataille, sur le dessus de votre bibliothèque. Alors, il y en a un autre terrain qui permet de le faire, c'est les ruines ensevelies, mais qui ne met pas au-dessus de la bibliothèque, mais dans votre main. Mais le problème, c'est qu'il se sacrifie dans le processus. Ça coûte le même coût de mana, mais c'est en incolore. Donc du coup, ça s'intègre dans beaucoup de decks. Beaucoup plus de decks en fait que les ruines de l'académie. Si jamais vous voulez pas jouer bleu et artefact, voilà. Et du coup, le fait que les ruines de l'académie ne se sacrifient pas pour faire leur effet, pour moi c'est un énorme avantage qui fait que la plupart des decks artefacts voudront forcément avoir quelque chose qui permet de recycler tout simplement leurs artefacts et de pouvoir les rejouer par la suite, sans avoir à sacrifier un terrain et pouvoir le refaire du coup plusieurs fois éventuellement. Le réseau de Mécanoptère Espion, alors lui pour moi c'est la carte sous-côté.
Parce que c'est un enchantement qui fait qu'au début de votre entretien, si vous contrôlez un artefact, vous mettez un mécanoptère 1-1 vol sur le champ de bataille. C'est plutôt bien, voilà, c'est une créature artefact, c'est cool. Et en plus, la deuxième capacité qui fait qu'à chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Ça, c'est fort aussi. Et le problème, c'est que la plupart des gens, bah, ils se disent oui, mais c'est un peu cher et tout. Oui, mais le problème, c'est que derrière, vous pouvez le lancer assez tôt, vous avez pas mal d'artefacts qui traînent sur le champ de bataille de manière générale. C'est-à-dire que bah, les cailloux, ne serait-ce que ça, hein, voilà, je veux dire, vous avez posé votre Sol Ring tour 1, au tour 3, vous pouvez lancer votre réseau de mécanoptère, par exemple, et du coup, bah, derrière, à votre prochain entretien, vous aurez un vol. Et puis, généralement, les 1-1 vol ne sont pas non plus perçus comme une menace auprès des adversaires. On est en 40 points de vie en multijoueur. Bon, je pense que c'est bon, les adversaires vont pouvoir se dire, je prends une petite pichenette d'un mécanoptère, voilà. Après, le fait de piocher derrière, ça a quand même une plus-value, et en fait, sur le long terme, c'est extrêmement bon. Du coup, ce qui fait que le réseau de mécanoptère espion, en début de partie, durant le build, il est très fort, et durant tout le reste de la partie, en fait, à partir du moment où vous avez ces petits mécanoptères qui peuvent attaquer, et bah du coup, derrière, vous en tirez une plus-value qui est vraiment gigantesque. Alors, Tezzeret le chercheur, je pense que c'est un très grand classique. Au départ, je l'avais pas mis dans la liste. Voilà, parce que je me dis, c'est tellement un classique, en fait, que est-ce qu'il est réellement fort? Et bah oui, en fait, je peux pas vraiment dire le contraire. C'est un Planeswalker qui coûte 5, dont 2 bleus, qui arrive avec 4 de loyauté, vous avez un +1 qui détape jusqu'à 2 artefacts. Le -X va chercher un artefact qui coûte X ou moins et le met sur le champ de bataille. Et le -5, les artefacts que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts avec une force et une endurance de 5-5 jusqu'à la fin du tour. Alors déjà, bon, le fait est que le -5, il est très rapidement accessible. Si vous avez vu, bah voilà, on arrive à 4 et c'est à -5. Donc du coup, très facilement mis en place. Derrière, le +1 est vraiment génial en fait. Parce que quand vous jouez un deck artefact, le fait de dégager 2 artefacts ciblés, c'est vraiment fort. Il y a beaucoup d'artefacts qui vous produisent du mana, d'autres qui ont les effets des capacités activées en fait, où ils s'engagent. Et du coup, le fait de pouvoir les réutiliser derrière, c'est quand même un énorme avantage. Et Tezzeret, bah du coup, il vous donne cette possibilité-là en dégageant 2 artefacts. Le -X, en fait, c'est génial. Parce que là, techniquement, on est en train de parler d'un tuto artefact qui va directement chercher et mettre sur le champ de bataille un artefact en question. Et alors vous allez me dire, oui, mais bon, il arrive à 4, c'est juste pour aller chercher un artefact à 3. Oui, mais déjà, les artefacts à 3, il y en a quand même quelques-uns qui sont très très utiles. Voilà. Donc, ne sous-estimez pas un petit peu Tezzeret. Et surtout, en fait, il y a quand même moyen de le faire augmenter au niveau de sa loyauté, avec la prolifération, etc. Enfin bon, on en a parlé un petit peu. Mais déjà, voilà, Tezzeret en soi, je pense que c'est vraiment un très grand classique, mais aussi une très bonne carte dans tout ce qu'il fait, en fait, pour le deck artefact. Alors, je vous avoue que j'ai enregistré plusieurs fois cette vidéo, et que j'avais carrément oublié la partie tutor. Oui, c'est véridique. On est en bleu, et j'ai oublié la partie tutor. Bon, heureusement je l'ai pas fait sur le noir, enfin bon, pas encore, ça se trouve je vais le faire après. Mais en gros, pour moi j'ai 2 tutors en bleu qui m'intéressent beaucoup. Un beaucoup plus que l'autre, on a le très grand classique, et on a celui de la version un petit peu plus, on va dire, budget. Mais les deux me semblent toujours très intéressants. On a Mystical Tutor, donc c'est Préceptrice Mystique, je crois, et Merchant Scroll, qui est tout simplement le parchemin du marchand. Alors, l'un est un éphémère, l'autre un rituel. Et en gros, Mystical Tutor va chercher dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituel, la révèle et la met au-dessus de votre bibliothèque. Donc évidemment, comme tous les tutors qui mettent au-dessus de la bibliothèque, vous le jouez avant votre tour. Vous le jouez pas à un autre moment, parce que sinon, bah tiens, je te meule, bah tiens, je joue la carte dessus de ta bibliothèque, tiens, je te pique ta carte, enfin bon, voilà, tout ce qui peut arriver sur le coin de la tronche, on va éviter, donc du coup, vraiment, juste avant votre tour, pour aller chercher, même à l'entretien, voilà, pour aller chercher du coup la carte dont vous avez besoin. Le Merchant Scroll, lui, il est un petit peu moins flexible, c'est-à-dire que lui, il va chercher une carte d'éphémère bleu, il la révèle, il la met dans votre main, par contre, celui-ci. Donc, éphémère bleu, ça touche quand même pas mal de choses, le fait que vous la révéliez, bon, du coup, ça donne pas mal d'informations aussi, mais en gros, c'est vraiment une version un petit peu plus budget, un peu plus accessible, alors que bon, voilà, le Mystical Tutor, c'est vrai que, bah, c'est le top du top, voilà. Ensuite, j'ai 2 cartes qui sont un petit peu hors catégorie, j'ai pas de catégorie bien particulière pour elles.
Voilà, la première c'est peut-être une... Enfin, on peut parler d'une catégorie de protection, mais bon, elle est toute seule dedans. C'est la plaque d'armure en Lazotep. Tout simplement, alors vous allez me dire, ouais, encore du garde plein sur le cœur, tu te fous de notre gueule. Enfin bon, bref, taisez-vous. Non, le but ici, c'est de se rendre compte, en fait, à quel point, en comparant avec une carte similaire, donc c'est-à-dire intervention héroïque en vert qui coûte aussi 2, un éphémère, donc pareil, hein, au niveau du coup de mana, on est à peu près pareil. Qui dit que vos permanents sont indestructibles et ont la défense talismanique. Là, on est sur une version certes un peu moins forte, qui dit juste que vos permanents ont la défense talismanique, mais vous aussi. Alors ça donne pas l'indestructible, certes, mais derrière, le fait est que on se retrouve tout simplement avec quelque chose qui protège vos permanents de beaucoup d'effets, et qui vous protège vous aussi. C'est-à-dire, on vous demande de sacrifier une créature, non. Enfin, si c'est jamais le joueur ciblé sacrifie une créature, voilà. Donc non. On essaie de vous faire défausser, non. Etc. Enfin bon, tout ce qui vous cible, ça ne marchera pas. Et ça fait une énorme différence en fait. Il y a beaucoup de sorts finalement qui pourraient vous tuer, qui pourraient être juste chiants. En fait, la plaque d'armure Lazotep, du début à la fin de la partie, pour moi, ça reste vraiment une très bonne carte. Et la dernière carte, alors là, je pense que tout le monde s'y attendait, ou presque. Après la faille cyclonique, il fallait bien que j'en parle. C'est Expropriate. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte de Conspiracy 2, donc uniquement valable en anglais, et dans une seule extension, qui est un rituel pour 9, en 2 bleus, qui est en fait le Council's Dilemma, donc le dilemme du conseil. En commençant par vous, chaque joueur vote pour temps ou argent. Pour chaque vote temps, vous prenez un tour supplémentaire après celui-ci. Pour chaque vote argent, vous choisissez un permanent possédé par le votant, donc celui qui a voté pour argent, et vous en gagnez le contrôle, et vous exilez Expropriate ensuite. Alors, bon, exiler Expropriate c'est tout à fait normal, hein, pour éviter les combos débiles. Je pense que vous avez compris un petit peu le but de cette carte. C'est-à-dire, dans ma théorie du cadran, du 4 quarts, comme vous voulez, en gros, cette carte-là ne sera jamais pour le début de partie. Elle va être dans les 3 autres catégories, et en fait, elle a un impact tellement fort dans les 3 catégories, que du coup, je ne pouvais pas la laisser passer. C'est une carte juste exceptionnelle, on va le dire en soi, puisque derrière, le choix logique, c'est que le joueur qui joue Expropriate va faire en sorte de prendre un tour supplémentaire. Qu'est-ce que vous allez faire derrière? Vous dites, merde, il va prendre le contrôle d'un de mes permanents. Ok, c'est chiant. Bon, du coup, il va peut-être falloir lui donner un tour supplémentaire. Ouais, mais c'est quand même un tour supplémentaire, déjà il en prend un de base. Je vous rappelle que les sorts qui prennent des tours supplémentaires, généralement, là, les bons sorts, pas les sorts exceptionnels non plus, ils coûtent 5 mana à lancer. Là déjà, pour 9 mana, on est sûr d'avoir un tour supplémentaire. Et de l'autre côté, si parmi les 3 autres joueurs, il y en a encore un qui vous donne un tour supplémentaire, c'est tout bénef. Et justement, là on arrive à un sujet assez couillon, c'est qu'en fait, Expropriate, c'est une carte où il y a un très mauvais choix. Et il y en a un qui est un peu moins mauvais. Le très mauvais choix, c'est de donner des tours supplémentaires aux adversaires. Voilà, je vous le dis. J'ai encore eu le coup la dernière fois quand je l'ai joué, on m'a donné 2... Enfin, j'ai eu un tour supplémentaire, on en a donné les 2 en plus derrière, on était à 3. Et derrière, en fait, j'ai joué un Nexus du Destin, donc du coup j'ai pu rejouer un tour supplémentaire. Puis en plus j'ai repioché Nexus du Destin, donc du coup j'ai pu rejouer un tour supplémentaire. Et en gros, voilà. En gros, Expropriate, le bon choix, c'est de donner un de vos permanents. Enfin, de laisser l'adversaire choisir un de vos permanents. Oui, ça va vous faire chier, oui, c'est mon super terrain, oui, c'est mon super enchantement, oui, c'est mon commandant. Rien à foutre. Honnêtement, on s'en fout royalement. Parce qu'en fait, vous pourrez les récupérer d'une manière ou d'une autre, en les détruisant, en les ranimant depuis le cimetière, ou juste, voilà, les gérer. Mais les tours supplémentaires, vous ne pouvez pas les gérer, vous ne pouvez rien faire. Les tours supplémentaires, c'est une des tables de terrain en plus, une pioche supplémentaire, un terrain en plus à poser. Je veux dire, c'est fort, c'est très fort. Et c'est pour ça que les tours supplémentaires, généralement, ça fait chier quand même pas mal de gens. Je sais que j'avais un groupe de jeux dans lequel jouer les tours supplémentaires, c'était vraiment relou, quoi. Et du coup, c'est vrai que là, Expropriate, donner des tours supplémentaires aux adversaires, ça n'est pas un bon choix. Et c'est là où on voit en fait tout l'impact et toute la force de cette carte, c'est que il n'y a pas de bon choix pour le joueur qui va choisir, il y a juste un très mauvais choix et un mauvais choix. Voilà. Et du coup, il faut renoncer en fait à ses biens, à ses possessions pour faire en sorte de survivre à un Expropriate, même si c'est très difficile de le faire, en effet. Parce que généralement, l'adversaire va choisir les permanents les plus forts chez vous, mais quand il en aura pris le contrôle, généralement il aura plus de mana, parce que 9 mana c'est déjà beaucoup, et c'est pour ça que ce sort coûte si cher en fait, c'est parce qu'il est vraiment très fort, il a un impact énorme. Bon, il est mythique aussi, voilà, ça explique aussi pas mal de choses,
Mais voilà, du coup, ce sort, pour moi, il a un impact fort, et ça reste une des meilleures cartes du bleu, vraiment, tout simplement pour contrebalancer la partie, au même titre que la faille cyclonique peut-être, mais disons que la faille cyclonique, elle dépend beaucoup de ce que vous jouez à côté, l'Expropriate, non. L'Expropriate en lui-même est fort, voilà. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour ma liste des meilleures cartes du bleu. Oui, c'était un peu court par rapport au blanc, c'est sûr, mais en gros, j'ai vraiment eu du mal à me sortir de cette idée que il y a tellement de catégories différentes que je pourrais aborder qui sont très spécifiques, que du coup, c'était pas possible de faire une liste de 15 plombes de long, quoi. Voilà, donc, ce que je vous propose, c'est que si jamais vous avez des cartes que vous aimez bien aussi, que vous trouvez très fortes en commandeur pour le bleu, uniquement le mono bleu, bah, je vous conseille de les mettre en description, enfin pas en description, en commentaire de la vidéo, et du coup bah, on en discutera un petit peu, comme ça, voilà, pour le plaisir. Et du coup on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ailleurs l'épisode de la fois prochaine, bah, je suis quasiment sûr que ce sera un épisode sur une certaine édition, Horizon du Moderne, puisqu'on va faire une analyse de l'extension, parce que là il y a déjà pas mal de spoilers qui sont sortis, c'est à s'arracher les cheveux, honnêtement pour le commandeur ça va être une, je vais pas dire une catastrophe, mais ça va être une explosion encore une fois. Donc voilà, coup sur coup on a la guerre des Planeswalkers et Horizon du Moderne qui sortent, et l'impact va être fort quoi, il va être très fort. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, la tour de commandement sur Facebook @tour-de-commandement, sur Twitter @tour-de-com, et notre adresse mail pour nous envoyer éventuellement une decklist pour faire du deck mentor, pourquoi pas, ou d'autres questions et propositions, c'est tourdecommandement@gmail.com, et vous pouvez me retrouver moi aussi Erunim sur Twitter @erunimfr et sur Facebook @erunim tout court. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et salut à tous, bye bye.